Moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais retrouver ici. Depuis que j'ai quitté le Sénégal pour la première fois, j'avais 8 ans, en 1970, pour retourner au Mali. Je n'étais retourné au Sénégal qu'en 2002. Je n'ai pas vu ma mère, qui est décédée quand j'avais 15 ans. Depuis, je n'avais jamais quitté le Mali pour un mois ou 2 mois, malgré ce que les gens pensent. Moi, j'ai eu le plus long séjour que j'ai fait. J'amène un correctif là. À l'étranger, c'était en Belgique. J'ai fait 8 mois en Belgique. Parce que ma femme est belge. Je n'ai jamais fait 1 an en dehors du Mali. Depuis 1970. C'est la première fois de ma vie que je suis en dehors du Mali pendant 1 an. Vous pouvez imaginer ce que ça a. Les gens parlent de l'exil, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'exil. Surtout quand c'est un exil imposé. Je ne sais pas si mes propos ont été bien compris. Je vous ai dit, je n'ai pas fui pour fuir. Quand on se bat contre un ennemi que l'on connaît, on peut donner sa vie parce qu'on sait qu'on peut combattre. Mais quand on ne sait pas avec qui on se bat, il faut être stupide pour s'asseoir et dire que je suis brave. Moi, c'est ce qui m'a fait quitter le Mali. Je suis resté 10 jours après mon coup d'État. Ce sont des gens qui m'ont appelé pour me dire « Quitte le Mali, sinon on va te tuer. » Parce qu'ils ont pris la décision de te tuer. C'était vrai. Je suis allé me rendre à la mosquée. Et de la mosquée, quelqu'un est allé me chercher pour me dire « Mais toi, même si tu ne veux pas, tu vas me suivre aujourd'hui parce qu'on ne te laissera pas te faire tuer. » C'est pourquoi je suis parti. Et Djabi l'a rappelé tout à l'heure. Quand je suis parti, j'ai écrit une lettre que j'ai adressée aux militants du PDS. Je leur ai dit, c'est un exil qui m'a été imposé, mais je suis avec vous. J'ai dit, on vous dira tout, on fabriquera tout. Moi, j'ai entendu tout. J'ai dit, mais Dieu est grand. Si la cause que nous défendons est noble, il faut rester solide. C'est pourquoi je suis au Sénégal. Et que chacun le sache ici. Vraiment, Silla a dit quelque chose, pour une fois qu'un Silla dit quelque chose de sérieux. Moi, j'ai dit aux gens une chose, ce n'est pas la peur d'entrer au Mali qui me fait rester à Dakar. Moi, je travaille à Dakar. Moi, je suis un travailleur. Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. J'ai une famille, moi. Mais j'ai surtout un parti à faire bouger. Si je reste au Mali, je n'ai pas de salaire, je n'ai personne pour me donner de l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Rien. C'est ce que j'ai dit aux gens. Mais je rentrerai au Mali. Si Dieu le veut. Et il n'y a pas un seul jour. Magassa le sait ici, Amidou le sait, Kome le sait, Dubassi le sait, ceux qui suivent le parti le savent. Je suis au quotidien au Mali. Mais il faut que je travaille, il faut que les gens le sachent aussi. Vous savez, un fonctionnaire, quand il quitte le ministère, il a son salaire tous les mois. Et malheureusement, ou heureusement, la tradition, ça a toujours été que les fonctionnaires, c'est eux qui sont au gouvernement. Vous en entendez, il y a certains qui sont renommés directeurs par-ci ou par-là. Mais moi, je suis dans le privé, j'étais dans le privé. Je ne suis plus ministre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je travaille. Je me tourne au privé pour travailler parce que c'est ce que je sais faire. Donc je suis à Dakar parce que je travaille. Et si demain je pouvais ouvrir un bureau à Bamako pour attirer les gens à aller travailler avec eux, je le ferais volontiers. Mais aujourd'hui, personne ne va à Bamako pour investir. En tout cas, pas dans le secteur que je connais, qui est le secteur des mines. Moi, je suis un spécialiste du secteur minier. Et c'est pourquoi je travaille au Sénégal et je suis le conseiller du président au Sénégal. Ce n'est donc pas la peur de rentrer au Mali. Moi, si Dieu le veut, je rentrerai. Ce que j'ai la plus grande fuite, déshonorable pour moi, c'est de tourner le dos à la politique. Je ne le ferai jamais. Parce que c'est vous décevoir tous ici. Les questions de candidature.
quand on est chef d'un parti, le minimum que l'on doit au parti, c'est le respect. Même si le désir m'anime d'être candidat, je ne peux pas l'être si le parti ne m'investit pas. C'est ça le respect du parti. Démocratie. Oui, moi je suis prêt à être candidat du parti. Je n'ai jamais dévié de ça. Et les gens qui ont pris ce mauvais prétexte au moment où ils l'ont pris, ils savent tous que moi je n'ai jamais dit que je me défausserais si le parti me choisissait comme candidat. Je l'ai dit à l'époque. J'ai dit, je suis prêt à aller dire à ATT, je démissionne du gouvernement aujourd'hui parce que le parti m'a choisi comme candidat. Il y a des témoins pour ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, mais ATT ne m'a jamais dit que quand tu rentrais dans un gouvernement, tu ne serais pas candidat. Si je le savais, j'allais lui dire, monsieur le président, je préfère être président du PDS et être candidat. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que j'allais être moi, Sénégal, le premier à affaiblir ATT? Non. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas de ceux qui sont faits de ce bois-là, par ambition personnelle, par glorieux, aller contredire ATT. Et je le lui ai dit. J'ai dit au président, je commettrai toutes les erreurs, mais je ne commettrai jamais la faute d'être en désaccord avec toi sur ce sujet aussi sensible que la candidature à l'élection présidentielle. C'est pourquoi je n'ai pas été candidat. Mais tout le monde savait que je voulais être candidat. Je vous ai dit ici que je serais, que le PDS aurait un candidat. Parce qu'il faut être cohérent. On est en politique pourquoi? Ah oui. Si ce n'est pas pour faire, pour donner corps à une vision, à quoi cela sert? Mais moi je ne suis pas prêt à être candidat pour être candidat. Je ne suis pas prêt à être candidat simplement parce que demain on dira que j'ai été moi aussi ancien candidat à l'élection présidentielle. Comme certains le font, ils le mettent sur leur carte, ancien candidat. C'est ça, moi ça ne m'intéresse pas. Si je suis candidat, évidemment, c'est pour porter une vision. Je suis absolument d'accord avec cela. Le Mali a besoin de changement. Tout le monde le sait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la méchanceté, le manque de repères qui nous ont conduits là où on est aujourd'hui. Donc il faut reconstruire. C'est pourquoi moi je vous l'ai dit et je vous le répéterai. Si on ne se réconcilie pas sur la vérité, on ne reconstruira rien. Et si on ne reconstruit rien, il faut oublier notre pays. Et je pense que personne ne souhaite ça. Donc moi, pour vous répondre sur cette question, moi, si le parti m'investit de mes candidats, je serai par la grâce de Dieu candidat et je me battrai jusqu'au bout. J'ai dit aux gens, j'ai dit quelque chose une fois. J'ai dit que même si c'est pour avoir 1%, il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, il faut te ménager parce que aujourd'hui, vous êtes tous catalogués ATT, et ATT n'est pas aimé du Mali, ATT est décrié. Attendez, c'est ce que j'entends tous les jours. Il faut pas le faire parce que si tu sors comme candidat, tu vas avoir 0,1% ou 0, je ne sais pas moi, 3%. Et donc on va dire, voilà ce que vous représentez. Je dis, mais écoutez, la démocratie, c'est la sanction des urnes. Si vous présentez que vous avez 1%, c'est 1% que vous représentez. Ça peut vous permettre, dans 5 ans, d'améliorer ces 1% là à peut-être 50%. Mais si vous avez toujours peur de savoir ce que vous représentez, vous ne représentez rien du tout. Donc ce n'est pas cette peur-là. Mais moi, je vous dis, une candidature, une élection, ça se prépare. Et une élection au Mali, encore plus, dans la situation que l'on connaît aujourd'hui. Les gens ne votent pas par conviction. Non. Moi, ma faiblesse, c'est de croire qu'aujourd'hui, le pays qu'on a qui est par terre, c'est que les gens qui iront voter en 2013, iront voter pas pour de l'argent, mais parce qu'ils croient qu'ils vont élire des hommes et des femmes qui vont reconstruire. J'ai la faiblesse de croire ça, parce qu'on ne peut pas tomber plus bas. Je vois de plus en plus de jeunes Maliens, des cadres, qui disent « Ah oui, cette fois-ci, nous, on va tous se battre. » Mais quand on voit le spectacle qu'ils donnent, aujourd'hui, à côté de ceux qui ont le pouvoir, on peut bien se poser la question de ce que c'est. Mais moi, je dis tout le temps aux gens ceci. Bon Dieu, il faut que les gens à Bamako arrêtent de penser que le Mali, c'est Bamako. Bamako n'est pas le Mali. Le Mali, là, le Mali que l'on connaît, les vrais Maliens qui n'ont pas le droit à voix au chapitre, qui ne parlent pas,
et qui sont 99% des Maliens, c'est eux qui, s'ils peuvent voter demain, ne voteront pas simplement parce qu'il y a de l'argent. Non. Toutes les injures que vous verrez sur ce méga, que vous entendrez sur ce méga, que vous verrez sur Internet, c'est fait à Bamako. C'est tout. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout. Quelqu'un, un cadre, qui était à la porte, parce qu'il était membre du bureau politique du PDS, et je lui reconnaissais quelques mérites. Je l'ai pris, je l'ai nommé comme directeur. Ce même directeur que j'ai nommé moi est parti s'asseoir devant l'association des parents d'élèves de l'école du lycée français pour dire oui, ce méga est un corrompu notoire. Moi-même, je sais qu'il a 2 comptes en Europe. Ça, c'est quelqu'un que moi, j'ai sorti de la misère de mes directeurs. Mais à quoi pouvez-vous vous attendre de quelqu'un? Je vous dis, souvent si je réfléchis bien, parce qu'il faut vous dire une chose, il n'y a que Dieu qui fait les miracles. Si je réfléchis à ça, je me dis la politique là, il faut laisser tomber. Mais Dieu vous a mangé. Parce que tu ne changes personne. Donc, ça c'est le Mali aujourd'hui. C'est pourquoi, comme Silla le disait, il faut que les gens se lèvent et se battent pour leurs convictions. Les élections qui se passeront en 2013, si ça devient les élections de 2002 ou 92, ça veut dire que le pays n'ira nulle part. On va revenir, on va réécrire la même histoire. Comme Karambé le disait, les gens qui se lèvent, qui se battent, qui n'attendent rien en retour, c'est eux qui font progresser notre pays. On a vu aujourd'hui que, et c'est peut-être là le tort que nous avions eu, on a vu que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Ah oui. Ouais. Comment? Oui, on a développé, mais c'est pour aller où? Aujourd'hui, pourquoi même ceux qui contestent ATT, qui l'ont aimé, qui l'ont aidé, tous, à tort ou à raison, disent qu'il a mal géré le Nord. Ah oui. J'ai dit à tort ou à raison. Parce que le tort de l'ATT, je le dis haut et fort, c'est une communication désastreuse. Voilà. Oui. Même quand on faisait quelque chose de bien, c'était mal expliqué. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent? Vous ne parlez pas, vos adversaires parlent, mais les gens écoutent ce que vos adversaires disent. Absolument. Aujourd'hui, l'image du Mali est exécrable à l'extérieur. Moi, je suis à Dakar, je suis membre éminent d'un groupe de réflexion sur le Mali, que nous sommes 10 cadres maliens à mettre en place à Dakar. On a même fait un forum il y a 10 jours qui a rassemblé toute la classe politique sénégalaise. Mais le Mali est décrit comme le pays le plus corrompu de la planète. Vous pensez que le Mali est plus corrompu que les Sénégalais? Non. Ou même ailleurs? Mais c'est l'image qu'on veut donner du Mali. Allez sur Internet, lisez ce qu'écrivent des pseudo-intellectuels maliens, qui eux-mêmes ont assumé des responsabilités dans le pays. Moi, je suis en train d'écrire un livre, si Dieu le veut. Je le ferai paraître. Et on verra ma vérité. Donc, oui, mon frère, la gestion du Nord, est-ce de la responsabilité d'ATT tout seul? Non. Tous les présidents du Mali ont géré une partie du problème du Nord. C'est ça. Tout. Les avantages ATT et Alpha. Je vous concède, moi je vous concède que des erreurs ont été commises, et de très graves erreurs ont été commises. C'est vrai. Ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu d'erreurs commises. Mais ces erreurs commises, est-ce qu'elles justifient aujourd'hui que le pays soit dans l'état où il se trouve? Non, Je ne risque pas. C'est ça la question. Personne ne vous dira ici, pour être sérieux, que cette gestion-là a été, on va dire, la plus heureuse. Mais je dis, est-ce que cette gestion devait conduire notre pays là où il est? Donc, moi, ce que je demande, et je suis heureux de le constater ici, et c'est ça qui fait la singularité du Mali, c'est que le pays peut être à terre, mais il y a toujours un ressort. Vous m'avez demandé pourquoi, à l'époque, on n'a pas soutenu Vital. Mais parce qu'on voulait que les choses soient faites dans les règles de l'art. À quoi ça sert d'être dans un parti si vous ne respectez pas les règles du parti? Le parti a décidé lors de la convention qu'il y aurait bel et bien un candidat à l'intérieur.
Et on a dit dans les textes de notre parti qu'on ne peut pas être membre du PDS et membre d'une organisation politique. Nous avons été tous mis devant le fait accompli. Pourquoi moi, ma candidature était en préparation à l'intérieur du parti? Parce que tout le monde, y compris le ministre de la Justice à l'époque, le secrétaire général du parti, était convaincu que ça ne nous concernait pas. Parce qu'on était un parti en création, on était en train de mettre nos structures en place, même si, il faut dire que cette déclaration du président était à l'époque une déclaration malheureuse. Elle nous a handicapés. Dès l'instant où cette décision a été prise, elle a tout de suite cassé le parti. Mais malgré cela, j'ai continué à dire, moi, que le PDS aura un candidat. Je n'ai pas arrêté de le dire. Une fois que je suis venu ici, de retour d'un voyage, j'étais même malade. J'ai trouvé cette salle encore pleine et il y avait une seule question. Est-ce que le PDS aura un candidat? Qu'est-ce que je vous réponds? Le PDS aura son candidat. Et nous sommes partis à la convention, nous avons désigné. Et nous étions sur le processus de la mise en place de l'institut. Alors, on ne peut pas être dans un parti et ne pas respecter ce que le parti dit. Donc moi, ce que je veux vous dire en terminant, prions pour notre pays. Prions pour notre pays et arrêtons de nous faire peur et arrêtons de nous faire du mal. Nous avons suffisamment fait du mal. Que la gestion du Nord ait été catastrophique, que la gestion de X ait été catastrophique. Je ne pense pas que ce soit ça la question aujourd'hui. La question, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Une nation, ça se construit ensemble. Et moi, ce que je demande en tant que chef politique, c'est de dire à tout le monde, à tous ceux qui, hier, se regardaient en chaîne de faïence, ou qui ont une raison ou une autre de s'en vouloir, regardons-nous en face, disons-nous la vérité, mais construisons ensemble. Comme quelqu'un le disait, ce n'est plus en applaudissant qu'on construit. Parce qu'une fois président, vous devenez Dieu, excusez-moi les risques, vous n'avez que des menteurs et des délateurs autour de vous. C'est ce qui isole tous les chercheurs. Parce qu'une fois élu en démocrate, vous devenez un autocrate. Par la force des choses et la nature des choses. Donc moi je vous demande encore une fois de rester mobilisés. Nous avons un devoir de génération par rapport à l'histoire. Ce devoir de génération, jamais au grand diable, jamais si Dieu le veut, nous allons lui tourner le dos. Si demain, s'il faut perdre la vie parce qu'on doit combattre pour le pays, on perdra la vie. C'est Dieu qui a souhaité ça, et qui l'a voulu ainsi. Mais moi, ce que je demande, c'est que les gens, pour une fois au Mali, de quelque bord que vous soyez, dites-vous en dehors des discours que c'est le pays qui compte d'abord. Si nous n'avons pas compris ça, à ma fausse famille. Parce que nous, le ATF là, Mali Takera, 100%. Donc, c'est-à-dire que moi, j'aurais souhaité même, si les choses étaient bien organisées, Ali Beka Djeka, candidat qui est choisi. Pour ce Mali. Mais il faut qu'il y ait mis. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que ce soit le discours et la crédibilité du discours qui soit le vecteur qui fait bouger les gens et pas le contraire.